Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast sociologique. Je m'appelle Elvina et je suis étudiante en sociologie. Je réalise ce podcast afin de diffuser le savoir de cette discipline au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce deuxième épisode sur l'ouvrage Asile d'Erving Goffman. Il est évidemment préférable d'avoir écouté le premier épisode avant de démarrer cette écoute. Nous avons vu précédemment comment l'institution totalitaire mortifie la personnalité de l'individu. Nous allons maintenant nous intéresser à comment elle en fait advenir une nouvelle. En premier lieu, nous allons nous pencher sur la logique de la réinterprétation. L'institution totalitaire interprète toutes les actions toujours en fonction de son but officiel. L'objectif principal de l'institution psychiatrique est de soigner. Elle interprète donc tous les comportements des malades vis-à-vis de cet objectif. Et elle crée également sa propre morale en fonction de ce but unique. Ainsi, celui que l'on considère comme étant un bon patient, qui est dans la bonne voie pour guérir, est celui qui s'adapte le mieux à l'institution, qui se plie à ses normes. À l'inverse, le mauvais patient est celui qui ne se soumet pas à l'institution. Sa résistance peut même être considérée comme pathologique, alors qu'elle peut simplement être l'expression d'une volonté d'autonomie et de liberté. Certains comportements des malades sont ainsi des réactions dues aux conditions d'existence au sein de l'institution, et ne sont donc pas dues à des troubles. Cette erreur d'interprétation est basée sur un malentendu, car on attend de l'individu qu'il se comporte normalement dans un univers entre guillemets anormal. On peut ici faire le lien entre le travail de Goffman et celui du psychologue David Rosenan. Ce dernier a mis en évidence, lors de sa célèbre expérience, que le personnel interprète tout en fonction de l'étiquette que l'on pose sur l'individu lors du diagnostic. L'étiquette, c'est la maladie qu'on lui attribue. Lors de son expérience réalisée en 1973 aux États-Unis, Rosenan demande à 8 participants de faire semblant de présenter des symptômes psychotiques aux urgences de différents hôpitaux. Ils disent avoir des hallucinations auditives. Un diagnostic est établi pour chaque participant. Ils sont soit diagnostiqués schizophrènes ou maniaco-dépressifs. Dès que les participants sont admis et diagnostiqués, ils adoptent un comportement asymptomatique. Mais malgré tout, ils restent considérés par les soignants comme ayant des troubles. Les participants vont ainsi mettre entre 7 et 52 jours à ressortir des hôpitaux psychiatriques. En réponse à cette expérience de Rosenan, des psychiatres continuent malgré tout à affirmer qu'ils savent distinguer un sujet sain d'un sujet malade. Rosenan met alors au défi les soignants d'identifier les faux patients qu'il leur envoie. Sauf que Rosenan n'a envoyé aucun faux patient. Mais le personnel soignant détecte quand même de faux patients parmi des vrais malades. Avec cette expérience, Rosenan nous montre bien les dangers de l'étiquetage qui colore toutes les impressions que l'on a d'un patient dès que le diagnostic est posé. Ensuite, Goffman nous dit que pour être un bon patient et montrer que l'on veut guérir, il faut que l'on accepte le discours de l'institution psychiatrique à notre sujet. Le malade doit alors accepter une étiquette telle que schizophrène ou encore hystérique. Et cela implique qu'il ne cherche plus à se comprendre lui-même avec son propre système de référence. C'est le langage savant qui domine pour interpréter ses comportements, et non pas son interprétation personnelle. Ensuite, Goffman nous dit que la logique de la réinterprétation s'applique également au domaine du travail. Dans la vie ordinaire, une des motivations du travail, c'est le salaire. Mais dans l'institution psychiatrique, on justifie le travail par le fait qu'il doit permettre de réapprendre à vivre en société. L'institution ne verse donc pas de salaire aux malades, puisqu'elle considère qu'elle prend en charge tous les besoins de l'individu. Si le malade travaille avec zèle,
alors il est considéré comme étant sur la voie de la guérison. Mais on verra plus tard que les individus cherchent d'autres motivations à travers le travail qui leur est proposé, et que dans un même temps, cela leur permet de donner une bonne image d'eux-mêmes au personnel. Goffman nous parle également d'un autre aspect de la réinterprétation institutionnelle. Le personnel soignant utilise l'illusion rétrospective qui permet de justifier la présence du malade au sein de l'institution. On dit au malade qu'après l'apparition des premiers symptômes, il serait devenu encore plus malade s'il n'avait pas été hospitalisé. Nous ne pouvons pas savoir si ce discours est vrai ou faux, mais l'on peut constater qu'il a plusieurs fonctions. Il permet de justifier le rôle du personnel, et les malades ont tendance à adhérer à ce discours car cela leur permet de penser que le personnel soignant et les proches qui l'ont envoyé à l'asile ont de bonnes intentions envers lui. Le personnel a tendance aussi à empêcher l'interprétation personnelle que les malades se font de leur propre passé. Elle est remplie d'exagération ou de minimisation vis-à-vis de ce qui s'est réellement passé dans les faits. Le personnel a tendance à considérer le mensonge comme pathologique, alors que dans la vie ordinaire, nous faisons la même chose. Nous modifions certains éléments lorsque l'on raconte notre vie. Les malades racontent leur passé de manière à montrer qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Ils ont tendance à raconter que c'étaient des gens droits et honorables, mais que des ennuis de la vie les ont fait interner. Le personnel a tendance à douter de l'histoire des malades. C'est ce que l'auteur appelle la suspicion médicale. Le personnel a le pouvoir de décrédibiliser le malade s'il ment, en faisant référence à des éléments de sa vie qui sont notés dans son dossier. Le personnel soignant tente de faire adhérer le malade à la version de l'hôpital sur sa propre vie. Cela rejoint ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'adhésion au discours psychiatrique. Cela a comme intérêt pour l'institution de faire coopérer le malade au traitement, car les difficultés qui peuvent subvenir dans un traitement peuvent être dues à l'idée que le sujet se fait de lui-même. Cependant, il faut toujours avoir conscience que le dossier ne détient pas la vérité absolue sur le malade et qu'il omet des tas d'informations. L'usage du dossier sert à décrire les manifestations de la maladie et à justifier l'internement du malade. Il n'a pas une vision d'ensemble et vraisemblable de la vie de l'individu, des moments où il a justement réussi à se débrouiller et à être autonome. Enfin, Goffman nous dit que l'institution psychiatrique cherche à créer deux catégories bien distinctes d'individus. Ce qui amène les deux groupes, personnel et malade, à se faire une image stéréotypée de l'autre groupe. Cela a une fonction. Il ne faut pas que les liens deviennent trop intimes et qu'il y ait une identification trop forte du personnel au malade. Sinon, il peut y avoir des risques de subversion de l'autorité. Mais il existe malgré tout des cérémonies rituelles qui font exception à cette distinction entre les deux groupes. Lors des fêtes, les membres du personnel et les malades sont plus proches. Il y a souvent un abandon de rôle et même possiblement une inversion des rôles. Le personnel peut rendre des services aux reclus. Les deux groupes se mélangent, ils peuvent danser ensemble, et il peut même y avoir des sketchs satiriques où les malades singent le personnel. Ces jours-là, la vie au sein de l'institution est moins rigide le temps d'une journée. Ce genre de rite peut nous faire penser au carnaval. Derrière les masques, on ne distingue plus les participants. Ils peuvent abandonner leurs rôles habituels. Dans son livre, Goffman cite l'anthropologue Max Gluckman pour parler de la fonction de ces cérémonies rituelles. Je cite : « En modifiant temporairement les relations habituelles entre personnel et reclus, la cérémonie démontre que les différences de caractère entre les groupes ne sont ni évitables ni immuables. Même banale et même fonctionnelle, elle permet de suspendre réellement et même de renverser le drame social habituel dont l'existence est le fait d'une création artificielle et n'est pas inscrite dans la réalité. » Nous allons maintenant revenir sur la transformation de l'individu et plus particulièrement sur son adaptation au système institutionnel. En effet,
en parallèle des techniques de mortification, qui font que l'individu perd peu à peu des éléments de son ancienne personnalité, l'institution l'initie à un nouveau système qui servira de support à sa nouvelle personnalité. Le dépouillement à l'arrivée enlève au reclus ses diverses particularités sociologiques. Il est alors nécessaire d'abolir la différenciation sociale du monde extérieur afin de fournir un autre type de différenciation entre malades, afin d'appliquer le système des privilèges qui sera, je cite, la charpente de sa nouvelle personnalité. Le système des privilèges est basé sur les faveurs que peut obtenir le reclus s'il se conforme à ce qu'on attend de lui. Goffman nous fait remarquer que la plupart des faveurs sont d'ailleurs des choses qui étaient acquises avant que le reclus entre dans l'institution. Ce système des privilèges a comme fonction pour l'institution de rendre les reclus coopératifs, tandis que pour le reclus, l'intérêt qu'il y voit est d'avoir l'impression d'être réintégré au monde extérieur, en obtenant des faveurs qui auparavant étaient des normalités. En cas de violation du règlement, les punitions consistent à supprimer les faveurs qui ont été obtenues. Mais concrètement, quelles sont les faveurs qui peuvent être accordées aux malades ? Cela concerne principalement le quartier auquel il est affecté. C'est pourquoi le système des privilèges est étroitement lié au système des quartiers. Les quartiers, ce sont les lieux où les malades résident sous surveillance. Les quartiers se distinguent en fonction des privilèges qu'ils accordent. Dans le quartier le plus bas, on trouve des bancs en bois et de la nourriture insipide. Et dans le meilleur quartier, on peut avoir une chambre pour soi, le privilège de sortir en ville et de multiples possibilités de divertissement. Si le reclus est docile, il peut accéder au meilleur quartier. Autrement, en cas d'infraction, il peut se voir rétrogradé au sein du système des quartiers. Goffman tire de ce système une analyse du moi. Il souligne que ce ne sont pas que les relations intersubjectives qui forment le moi, mais également des conditions objectives de l'organisation dans laquelle il évolue. Le cadre dans lequel l'individu évolue est une extension de son moi. Il a un impact sur l'opinion qu'il se fait de lui-même. Le fait d'accéder à un quartier plus confortable a pour effet de lui donner une image plus valorisante de lui-même. L'affectation à un quartier est relative à son comportement social. Plus l'individu est normal, plus il se rapproche des bons quartiers. On constate encore ici qu'il y a une confusion entre le fait de vouloir guérir l'individu et de le conformer socialement. J'ai parlé jusque-là de l'adaptation au système en général, mais on constate aussi des variations individuelles en termes de stratégie d'adaptation. Premièrement, il y a le repli sur soi. Le reclus cesse de prêter attention à ce qu'il se passe autour de lui. Il est désengagé de la situation. Quand il arrive à l'hôpital, il peut ne vouloir parler à personne pour ne pas être identifié à ce qu'il est devenu. Deuxièmement, il y a la stratégie d'intransigeance. L'intransigeant refuse ouvertement de collaborer avec le personnel. Il se réfère en permanence au règlement pour pointer du doigt les contradictions qu'il peut y avoir dans ce que fait le personnel. Troisièmement, il y a la stratégie de l'installation. L'installé se construit une existence stable et tire profit de ce que peut lui fournir l'institution. Mais ils doivent parfois nier ces satisfactions et se montrer résistants afin de conserver le lien de solidarité avec les autres reclus. Enfin, la quatrième stratégie est celle de la conversion. Le converti joue le rôle du malade parfait. Il adopte les mêmes opinions que le personnel a à son égard. Il a une attitude soumise, alors que l'installé cherche des espaces de liberté en tirant profit de l'institution. Le converti, lui, est beaucoup plus engagé. Cependant, la plupart du temps, les malades ne suivent pas un de ces modes d'adaptation à la lettre. Ils sont souvent opportunistes et adaptent leur attitude en fonction des situations. Lorsqu'ils sont avec les autres malades, ils se montrent résistants et ils cachent le fait qu'ils sont dociles en présence du personnel. En effet, au bout d'un certain temps, les reclus comprennent le fonctionnement du système et savent l'exploiter.
Dans cette partie, nous allons maintenant nous intéresser aux distanciations que prennent les reclus par rapport à ce que l'on exige d'eux. Ils cherchent à conserver un moi qui a un pouvoir d'action, une autonomie. Bien qu'ils remplissent les obligations majeures, ils parviennent à exploiter les failles de l'institution, et cela crée une vie clandestine. Goffman nous dit qu'à chaque fois que se forme une société, une vie clandestine apparaît. Il existe toujours cette aspiration à la liberté et qui prend des formes encore plus significatives au sein d'une institution où les libertés sont considérablement réduites. Le reclus utilise les failles du système afin de donner à sa vie une consistance. Tout d'abord, Goffman nous livre deux concepts importants: les adaptations primaires et les adaptations secondaires. Les adaptations primaires consistent à se conformer au rôle que l'on attend de nous et servir les buts de l'institution. Quant aux adaptations secondaires, ce sont, je cite, des pratiques qui, sans provoquer directement le personnel, permettent aux reclus d'obtenir des satisfactions interdites ou bien des satisfactions autorisées par des moyens défendus. Les adaptations secondaires permettent à l'individu de s'écarter du rôle que l'institution lui impose. D'ailleurs, l'auteur nous fait remarquer que les institutions ont une stratégie pour avoir un contrôle sur les adaptations secondaires. Elles légitiment partiellement la pratique en question afin de regagner de l'autorité et du pouvoir, même si elles accordent par la même occasion certains droits aux individus. Légitimer les adaptations secondaires, c'est les transformer en adaptations primaires. Les adaptations secondaires peuvent prendre plusieurs formes. Premièrement, cela peut consister en l'utilisation d'objets à des fins différentes des prévisions officielles. Deuxièmement, les adaptations secondaires peuvent prendre la forme de techniques d'exploitation du système hospitalier. Pour exploiter le système, il faut bien connaître son fonctionnement. Par exemple, certains malades savent qu'à la sortie des spectacles de charité, on distribue des cigarettes ou des sucreries. Les malades peuvent choisir d'y assister pour cette simple raison. Les malades peuvent chercher à exploiter le système en étant affectés à certains travaux. Cette forme d'adaptation permet de faire croire au personnel que le malade est très investi, qu'il est volontaire et qu'il le fait dans le but officiel de l'institution. Alors que ceux qui vont travailler aux cuisines cherchent des suppléments de nourriture. Ceux qui vont travailler à la blanchisserie ont l'occasion d'avoir des vêtements propres plus souvent. Les malades savent que lorsque l'institution leur propose de coopérer en réalisant une activité, un travail, ils se voient attribuer une certaine identité. Leur participation marque l'attitude qu'ils ont à l'égard de l'institution. Le fait que le malade s'investisse est positif, il va dans le sens de la guérison. Mais il arrive que certains malades ne veulent pas légitimer cette conception qu'on a d'eux, car à la base ils ne se considèrent même pas comme malades. Ils vont donc refuser de participer. Mais la stratégie qu'adoptent la plupart des reclus consiste à maintenir une distance vis-à-vis de l'identité qu'on leur attribue, tout en participant aux activités. Ils parviennent à maintenir cette distance en recherchant dans les activités d'autres bénéfices que ceux que l'institution considère. Goffman nous parle ensuite d'une autre technique, celle des planques. Les planques sont des endroits où l'on range nos objets personnels. Ce sont des endroits sûrs où l'on peut mettre des choses à l'abri des regards. Ce sont des sortes de prolongements de notre moi. Dans l'hôpital psychiatrique, les malades n'ont plus accès à des planques habituelles, comme des armoires ou des tiroirs qui ferment à clé. Pour remédier à cela, les malades trouvent des cachettes. La plus fréquente est celle que l'on porte sur soi. Les poches par exemple, où l'on y met des cartes, des sachets de sucre. Sinon, ils cachent des objets sous les lits ou les rebords de fenêtres. Les adaptations secondaires, ce sont donc l'utilisation d'objets, d'activités et de lieux à d'autres fins auxquelles ces derniers ont été destinés. Mais les adaptations secondaires prennent également d'autres formes au sein des échanges économiques et des échanges sociaux. Au sein du système des échanges économiques, les malades trouvent des moyens de gagner de l'argent
en faisant du commerce d'objets illégaux tels que l'alcool. Une autre possibilité de gagner de l'argent peut être de rendre des services au personnel. Seulement, la monnaie officielle est assez limitée dans l'hôpital, donc les malades utilisent une monnaie clandestine, la cigarette. Le réseau illégal d'échange a une importance pour le moi du reclus. Du fait que les malades ne gagnent pas d'argent en travaillant, ils cherchent un autre moyen d'obtenir de l'argent. Le fait que l'on peut tout échanger contre de l'argent donne un sentiment de liberté. C'est pour cela que Goffman pense que l'on ne devrait pas retirer aux malades cette responsabilité qui est de gérer une certaine somme d'argent au quotidien. Au sein du système des échanges sociaux, les reclus se rendent réciproquement des services sans monnaie d'échange. Ce système fonctionne d'une autre manière que le système des échanges économiques. Dans notre vie ordinaire, nous avons également affaire à ces deux types d'échanges. Dans l'accord économique, il y a un accord préalable sur l'objet de la transaction, et on peut demander de payer des dettes. Alors que dans un échange social, on rend un service et on ne sait pas celui que l'on va recevoir en retour. On ne va également pas nous demander de payer des dettes, mais on peut se mettre à dos la personne à qui l'on ne rend pas l'appareil. Autre différence, dans l'échange économique, on paye immédiatement, alors que dans l'échange social, on rend une faveur au moment opportun. Il faut que le service que l'on rende en retour paraisse être un service désintéressé. Les échanges sociaux demandent de la confiance, et il s'avère que les reclus ont tendance à être plutôt solidaires, car ils ont un même statut et ont le sentiment de partager un destin commun. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder avant de passer à la conclusion, c'est les difficultés que peut rencontrer le reclus lorsqu'il tente de sortir de l'institution. Il peut s'avérer compliqué d'en sortir, comme on l'a vu déjà avec l'étiquetage. Des actions anodines peuvent être interprétées comme des symptômes. Donc il faut déjà un temps afin de comprendre le système de l'institution et de savoir quelle stratégie adopter afin d'en sortir. Mais il s'avère que certains reclus rencontrent également un autre problème. Certains ne parviennent pas à se réadapter à la vie ordinaire et reviennent dans l'institution. Goffman nous dit que cela est dû au fait que le reclus a perdu certaines habitudes courantes exigées par la vie en société, qui engageaient des responsabilités comme le fait d'avoir à gérer de l'argent ou encore à travailler. Goffman parle de déculturation, au sens où l'individu avait une culture, mais qu'il n'a pas eu la possibilité d'actualiser au sein de l'institution. Il se retrouve à ne plus savoir comment faire dans la vie ordinaire. L'institution, quant à elle, donne une autre explication à ce phénomène. Pour elle, l'individu ne parvient pas à se réadapter car il est trop malade. Nous allons maintenant passer aux conclusions que Goffman tire à propos de notre moi. Notre personnalité est façonnée par l'institution dans laquelle on évolue. Ainsi, on en vient à dire que notre personnalité n'est pas vraiment notre propriété. Elle ne nous appartient pas complètement puisqu'elle varie en fonction d'un cadre social. Dans les institutions totalitaires, les conditions sont propices à changer notre personnalité. La vie communautaire, les atteintes à la liberté de mouvement, le contrôle constant et l'omniprésence de la hiérarchie mortifient notre personnalité. Goffman nous dit, je cite, « On découvre alors combien l'idée que l'on se fait de soi se trouve vite remise en question lorsqu'elle est brutalement privée de ses supports habituels. Notre moi est donc lié à des conditions d'existence qui ont des implications concrètes en termes de matérialité. Comme on l'a vu dans cet épisode, il est question d'objets, de lieux, d'activités, etc. Mais l'auteur met également en évidence le fait que notre personnalité est impactée en fonction d'un système de relations sociales. Au sein de l'institution totalitaire, l'individu n'appartient seulement qu'à un seul groupe d'appartenance, alors que dans la vie ordinaire, nous appartenons à plusieurs groupes sociaux. Cette appartenance multiple nous permet de jouer plusieurs rôles sociaux. Par exemple, la famille, le travail, les loisirs
sont des contextes différents qui permettent l'expression de plusieurs facettes de notre personnalité. On peut d'ailleurs comprendre des sentiments de malaise et de souffrance sous le prisme des rôles sociaux. Par exemple, lors du confinement, on a pu souffrir de ne pas pouvoir jouer nos différents rôles en étant confinés uniquement avec notre famille. Autrement, on peut également avoir des sensations de malaise lorsque des rôles se superposent. Ce n'est pas toujours évident d'être avec son conjoint au sein de sa propre famille, par exemple. Ou on peut aussi prendre l'exemple des entreprises familiales où se superpose le rôle que l'on adopte au travail et celui que l'on adopte en tant que parent ou en tant que frère ou sœur. Nous avons donc besoin de nous attacher à des éléments matériels qui sont dans notre environnement, ainsi qu'à des relations sociales. Et Goffman rajoute un élément important, qui est que le sentiment que l'on a d'être une personne à part entière ne tient pas qu'aux attachements, mais également aux distanciations. Nous nous construisons à la fois avec des processus d'identification et avec des processus d'opposition. Pour donner un exemple assez simple, lorsqu'on va à l'école, notre moi se construit par rapport à cette institution. Le statut que tous les enfants ont est celui d'élève, mais chacun interprète ce rôle de manière singulière. C'est-à-dire que chacun s'identifie plus ou moins à ce statut d'élève. Et souvent, il n'y a pas d'individu qui colle parfaitement avec un statut. Même un bon élève peut être en opposition avec certains éléments de l'institution. Et il construit ce sentiment d'être une personne à part entière en fonction de ses résistances. On ne peut pas avoir le sentiment d'être nous-mêmes si l'on est un pur produit d'une institution. Goffman dit à ce propos, je cite, « Si nous ne nous rattachons à rien, nous n'avons pas de moi stable. Et pourtant, tout engagement et tout attachement inconditionnel envers une unité sociale quelconque entraîne une destruction du moi. La conscience que l'on prend d'être une personne peut résulter de l'appartenance à une unité sociale élargie. Mais le sentiment du moi apparaît à travers les 1001 manières par lesquelles nous résistons à cet entraînement. Notre statut est étayé par les solides constructions du monde, alors que le sentiment de notre identité prend souvent racine dans ces failles. L'auteur remet en question une idée que l'on a de nous-mêmes profondément ancrée. Nous pouvons croire que nous avons des traits de personnalité immuables, qui ne changent pas. Et Goffman, lui, nous dit que tout ça peut facilement changer si l'on vous met dans un environnement très différent. Goffman nous donne ainsi une définition sociologique de la personnalité. Avant de terminer cet épisode, je vais maintenant faire une courte conclusion à propos de l'ouvrage. Du fait qu'Asile soit basé sur une enquête de terrain datant des années 60, il est évident que certaines observations de Goffman ne soient plus d'actualité. Mais ce qui est encore d'actualité, ce sont les conclusions que Goffman a tirées à propos de la personnalité humaine. Les asiles psychiatriques apparaissaient pour le chercheur en quelque sorte comme un terrain d'expérimentation de la personnalité. On peut se rendre compte ce dont toute la personnalité humaine a besoin lorsque l'on observe un milieu où ces éléments sont manquants. On comprend alors maintenant tout ce qu'il faut faire pour conserver la personnalité d'un individu, pour lui proposer un environnement familier et non pas seulement sécurisé. Il est essentiel de considérer le malade avant tout comme une personne humaine, de ne pas le réduire à sa maladie. Cela demande une approche plus individuelle, car comme on l'a vu, la gestion d'un grand groupe a des effets néfastes sur la personnalité. Il est important de laisser aux malades la possibilité d'exprimer leur personnalité à travers plusieurs moyens, à travers des objets personnels, des loisirs ou encore un travail. Pour que la vie soit plus agréable au sein des institutions, comme les hôpitaux psychiatriques ou encore des EHPAD, il faut essayer de mettre le plus possible en place des conditions qui se rapprochent de la vie ordinaire. Cet ouvrage sociologique n'enrichit pas seulement les connaissances de sa discipline. Il peut avoir une visée pratique qui s'élargit à plusieurs domaines d'activité. Cet épisode est maintenant terminé.
Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.